C'est l'instant du décryptage de l'actualité mondiale sur CamNews 24. À tous et à toutes, bienvenue. Cette autre édition d'International va se faire avec le précieux concours de Ghislain Cougan, journaliste et spécialiste des questions internationales. Merci à vous, Ghislain, d'avoir favorablement répondu à notre sollicitation. Le plaisir partagé, Donald. Le décor ainsi planté annonce le premier sujet de cette édition qui tourne autour des tensions entre Moscou et Ankara. Le président russe a refusé de rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge de la COP 21 malgré l'insistance du président turc. Pour Vladimir Poutine, la Turquie a abattu un bombardier Sukhoi juste pour protéger les routes du pétrole contre de contrebande du groupe État islamique. On regarde. L'inauguration de la COP21 ne permet pas de réchauffer les relations entre Ankara et Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a refusé hier de rencontrer au Bourget son homologue turc malgré l'insistance de ce dernier. Le chef du Kremlin a au contraire renchéri et accuse Ankara d'avoir abattu son bombardier la semaine dernière pour couvrir le trafic de pétrole de l'État islamique en Syrie. Nous avons toutes les raisons de penser que la décision d'abattre notre avion a été dictée par la volonté de protéger ces voies d'acheminement de pétrole vers le territoire turc, justement vers ces ports depuis lesquels il est chargé sur des navires citernes, dit-il. Le président turc Recep Tayyip Erdogan refuse de son côté de s'excuser et maintient avoir agi légitimement pour protéger son espace aérien. On n'arrive à rien avec des calomnies, s'insurge-t-il. J'affirme clairement que si ce trafic est prouvé, je démissionne, mais je demande à M. Poutine, démissionneriez-vous si ce n'est pas le cas? Milletimizin asaleti şunu gerektirir. Ben bu makamda durmam ama Sayın Putin'e diyorum sen o makamda durur musun? Loin des tensions diplomatiques, le corps du lieutenant-colonel Oleg Peshkov, le pilote du bombardier abattu, a été rapatrié hier en Russie. Voilà, Ghislain, c'est une lourde accusation contre Ankara. Oui, elle est lourde, mais elle n'est pas dénuée de fondement. Je pense qu'il faut creuser le problème un peu plus profondément. Elle est lourde, mais elle ne naît pas ex nihilo. Il s'agit bien évidemment de l'incident survenu après que l'avion russe ait été abattu par la Turquie. Et maintenant, ça devient intéressant, mais je pense qu'il n'est pas question maintenant pour ces puissances occidentales de se disperser alors qu'il faut aujourd'hui travailler de commun accord contre l'État islamique, cette organisation qui de plus en plus étend ses tentacules de par toutes les frontières mondiales. Et la décision prise par la Russie, qui veut bien évidemment répondre à la Turquie, est quelque chose qui va être difficile parce qu'on parle notamment de mesures d'interdiction, notamment pour les importations des produits maraîchers, notamment les tomates et les légumes, dont la Russie a décidé d'arrêter les importations de ces produits-là en provenance de la Turquie. Ça va devenir difficile, notamment pour les relations entre Ankara et Moscou qui vont davantage être tendues. Et le président russe, on comprend sa démarche. Il veut montrer à Ankara qu'on ne s'attaque pas à la Russie n'importe comment. Parce que même sur le plan stratégique, la Russie, vous le savez, est un pays continent. Et donc, il est difficile pour l'Occident et même l'Union européenne, de se débarrasser ou alors de se passer de la Turquie. Après les sanctions prises sur le plan maraîcher, des produits maraîchers, il y a également les sanctions sur le plan du tourisme. Et c'est à ce niveau que ça devient davantage difficile pour le pays qu'est la Turquie. Parce que la Russie a interdit notamment à ses ressortissants d'aller notamment en Turquie. On sait très bien que nombre de Russes privilégient bien évidemment de se déplacer pour la Turquie en matière de tourisme. Ça devient véritablement intéressant. Et aussi pour ce qui est des Turcs qui travaillent en Russie, le président russe, en fait, Moscou a décidé qu'on limite un peu l'emploi des Russes dans le domaine des travaux. Et ce qui est encore davantage inquiétant, c'est que Moscou toujours demande notamment qu'on puisse revoir à la baisse le nombre des travailleurs routiers turcs en Russie. Il s'agit dès janvier de revoir le nombre qui va passer de 8 000 à 2 000. Donc,
une escalade des sanctions en représailles de l'abattement, du bombardement de l'avion russe. Franchement, les lendemains ne nous augurent pas quelque chose de bien. Alors, on a en face de nous des accusations, on a en face de nous des mesures restrictives. Alors, quelle est la position d'Ankara face à tout cela? Ankara dit simplement aujourd'hui qu'après avoir interpellé à maintes reprises l'avion russe, le pays a décidé de garantir sa souveraineté, de protéger son espace et s'est donc vu obligé de réagir en bombardant justement l'avion russe. Donc Ankara estime qu'il était en légitime défense. Or la Russie pense exactement le contraire, qu'en réalité Ankara a bombardé l'avion russe. Pourquoi? Pour protéger notamment le convoi du pétrole, parce qu'on sait très bien le rôle trouble de la Turquie dans cette bataille contre le groupe État islamique, c'est que justement les frontières turco-syriennes et irano-syriennes sont des frontières à partir desquelles transite le commerce du pétrole, le pétrole notamment qui alimente et nourrit véritablement le groupe État islamique. D'où le jeu trouble justement de la Turquie dans cette guerre contre ce groupe terroriste. Alors pourquoi la Russie insiste à ce que Ankara présente des excuses? Parce que la Russie estime qu'en réalité, la Turquie n'aurait pas dû bombarder son avion, que la raison évoquée par la Turquie n'est pas une raison valable, qu'en réalité, la Russie est en train de couvrir le commerce illicite du pétrole, un pétrole qui alimente le groupe État islamique. Le groupe État islamique qui est censé être combattu par tous les alliés, et la Russie fait partie des alliés. Alors, comment faire partie des alliés et puis alimenter le commerce de la contrebande du pétrole qui maintient l'État islamique en place? Donc, il s'agit d'un discours un peu décousu de la part de la Turquie, au cas où les accusations de Moscou seraient avérées. Mais quand on comprend l'acharnement et les détails dans les déclarations russes, on a le sentiment de croire que, bien évidemment, Ankara a quelque chose à voir avec ce qui se passe, notamment le financement du groupe État islamique. En dehors de la collaboration qui doit quand même diriger la guerre, sinon le combat contre Daesh, Ankara dit combattre uniquement Daesh et non l'opposition modérée en Syrie. Comment la Turquie parvient-elle à faire la différence entre le Daesh et cette opposition modérée? Bien évidemment, c'est ce qui se fait, pas simplement la Turquie, mais la France également, et puis les États-Unis. En fait, il s'agit de la position de la France et de leurs alliés, France, États-Unis, Turquie, si vous voulez. Comme pour dire qu'en réalité, la Russie ne combat pas le groupe État islamique uniquement, la Russie combat aussi l'armée syrienne libre. Eux, ils parlent de modérés, justement. Donc, Ankara, en fait, ne dit que ce que disent les États-Unis et justement la France. D'ailleurs, la France a demandé dans l'accord signé avec la Russie pour combattre l'État islamique que la Russie dise ou alors admette ou alors signe l'accord de ne pas bombarder l'armée syrienne, de ne pas bombarder une force en Syrie en dehors justement du groupe État islamique, donc pour protéger ce qu'ils appellent l'armée syrienne libre ou alors le groupe des modérés. Donc Ankara en réalité ne dit rien de nouveau. Alors, il y a quand même une anecdote autour de cette histoire-là où le président turc aurait demandé au président russe de démissionner s'il était dans les conditions, s'il était dans les mêmes conditions que la Turquie. La Turquie. Ouais. En fait, le président turc a voulu présenter patte blanche au monde entier. Il fait part de ce que toutes les accusations qui sont proférées par la Russie sont sans fondement. Il demande donc à la Turquie d'amener, de présenter un justificatif et que dans ce cas, il démissionnerait. Et il relance aussi le président russe que est-ce que dans le cas contraire, lui aussi, Poutine, si jamais il se retrouve dans le cas d'Erdogan, est-ce que Vladimir Poutine serait prêt à démissionner? Il s'agit du ping-pong un peu. Voilà, on va rester toujours en France pour continuer à parler de COP21, mais dans un registre différent, avec le mini-sommet organisé par la France, consacré justement à l'Afrique et baptisé Défis climatiques et solutions africaines. Des engagements financiers de plusieurs milliards de dollars sont attendus. La Banque mondiale s'est, elle, déjà engagée à rassembler 16 milliards de dollars d'ici 2020. On regarde ce reportage et on revient sur le plateau pour en parler. La COP21 entre dans le vif du sujet. Après les discours d'introduction hier de tous les chefs d'État, les délégations se retroussent les manches et entament leurs négociations. Aux premières loges des problématiques de réchauffement climatique, l'Afrique.
qui organise aujourd'hui sous la présidence du dirigeant égyptien Al-Sisi un mini-sommet d'une douzaine de chefs d'État. L'Afrique est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, déclare Ban Ki-moon. Beaucoup de son économie dépend d'une agriculture basée sur des ressources en eau, y compris en eau de pluie, qui sont sensibles au climat. L'interruption de l'approvisionnement en eau et en nourriture pose de sérieux problèmes pour vos économies, mais aussi pour votre stabilité politique. Not only for your economies, but also for political stability. L'année 2015 a été la plus chaude jamais enregistrée en Afrique subsaharienne. La faute au réchauffement climatique, selon les experts, et au phénomène El Niño, soit le réchauffement chronique des eaux du Pacifique. En Afrique du Sud et dans les pays limitrophes, comme sur ces images en Namibie, 27 millions de personnes sont désormais menacées par des sécheresses permanentes. À brûle pour point, que peut attendre l'Afrique de la COP21? Eh bien, l'Afrique attend simplement d'être rétablie dans son plein droit. Il s'agit simplement de savoir que tous ces pays industrialisés qui polluent le monde entier, et bien que ces pays mettent la main à la pâte, notamment pour qu'on puisse passer à l'usage des énergies renouvelables. Tout simplement, le défi climatique intéresse davantage, beaucoup plus, les pays industrialisés en matière de solutions à trouver, parce que ce sont des grands pollueurs. L'Afrique, d'ailleurs, n'en participe qu'à 4%, on le sait. Et donc, il n'est pas intéressant aujourd'hui que l'on demande à l'Afrique de produire suffisamment, de financer. Alors que, premièrement, l'Afrique n'a pas les moyens. Deuxièmement, ce n'est pas l'Afrique qui pollue. Troisièmement, c'est l'Afrique qui subit. Et donc, l'Afrique, c'est pour ça qu'on a le sentiment que ce n'est pas un sentiment, c'est le cas. L'Afrique va à ce COP21 en tant que spectateur, véritablement, mais un spectateur actif. Actif pourquoi? Parce que l'Afrique veut présenter ses exigences. Vous polluez le monde entier. Vous demandez maintenant que nous, qui aspirons au développement, puissions limiter notre développement. Alors pour cela, il faut donc mettre la main à la pâte pour qu'on aille vers l'usage des énergies renouvelables. C'est aussi simple que ça. Si on s'en tient au discours du président Hollande à l'ouverture de ce COP21, alors 16 milliards de dollars, la contribution de la Banque mondiale d'ici 2020, c'est en guise de dédommagement à cette Afrique qui paye le lourd tribut des changements climatiques, ou alors la solution serait-elle essentiellement financière? Dédommagement, si vous voulez, mais il s'agit des pistes de solutions justement pour aider l'Afrique à ne pas s'arrêter, à continuer à se développer en ne polluant plus, mais en mobilisant les énergies renouvelables. Vous savez très bien que, d'ailleurs, on a écouté le discours du président Paul Biya qui a parlé de l'assèchement, notamment le bassin du lac Tchad, pour parler de ce cas précis, qui a perdu déjà 90% de sa superficie initiale. Ça devient compliqué. Il faut donc qu'on débloque les fonds. Il se trouve que, pour l'heure actuelle, le plus intéressant, ce sont les moyens financiers, puisqu'il faut construire des entreprises, des usines, il faut développer des projets, par exemple, hydroélectriques. Et on a choisi le cas du Mali et du Sénégal. Je tiens également à préciser qu'en dehors de la Banque mondiale, la France a promis 2 milliards d'euros à l'Afrique, notamment pour répondre favorablement à ce défi climatique. Et c'est en termes de précision, d'échéance à court terme. Par exemple, d'ici 2017, pour ce qui est du Mali et du Sénégal, il s'agit du financement de l'hydroélectricité, de l'électricité solaire pour ce qui est du Sénégal, mais également des projets d'irrigation au Tchad, au Niger et puis au Sénégal, tout cela. Donc là, c'est ce que l'on appelle la dette écologique de la France ou alors du monde entier envers l'Afrique. Donc il s'agit de financer cela, mais il s'agit également de donner les moyens à l'Afrique de faire face déjà à la situation qui est déjà catastrophique. Et pour cela, je pense qu'il faut encore mettre la main à la poche. Avant la COP21, si on s'en tient aux informations reçues lors de la COP20, on parlait, où sont donc passés les projets de la promotion des énergies vertes, le projet de grande muraille verte qui devrait freiner la désertification. Où sont passés tous ces projets? Vous-même, vous rendez compte qu'il s'agissait uniquement du discours. C'est pourquoi beaucoup sont encore très sceptiques à l'image de voir comment ce discours va prendre sur le terrain, va être implémenté sur le terrain. On se souvient de la COP20, comme vous l'avez dit, au protocole de Kyoto en 1997. On avait pris des résolutions, mais il se trouve que sur le plan de la matérialisation
réalisation de cela sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle on peut reprendre le discours du président chinois qui estime qu'il faut que les pays industrialisés tiennent leurs engagements et prennent leurs responsabilités et tiennent leurs engagements par rapport aux défis climatiques dans le pays du Sud. Et il va loin. Il dit également que les pays industrialisés doivent autoriser les pays en voie de développement de se développer. Il n'est pas question pour les États industrialisés aujourd'hui qui sont suffisamment développés de dire non, comme nous sommes suffisamment développés, vous les pays africains, les pays en voie de développement, arrêtez à ce niveau. Non, il faudrait que ces pays puissent se développer. Et pour cela, il faudrait qu'on migre vers l'usage des énergies renouvelables pour lesquelles, notamment, la France a promis 2 milliards de francs CFA au continent africain. Il y a un autre volet, pardon, en ce qui concerne justement la COP21 et le mini-sommet sur l'Afrique. La restauration du lac Tchad, gagnée par la désertification et l'insécurité alimentaire, pourrait-elle freiner les ardeurs du groupe terroriste Boko Haram qui, pense-t-on, profite de l'enclavement de cette zone pour en faire une base arrière? Mais justement, ce sera une façon de résoudre plusieurs problèmes en même temps. On va résoudre un problème climatique, un problème environnemental. Et même sécuritaire. Sécuritaire, mais également on va résoudre un problème sécuritaire justement parce qu'il s'agit d'une situation qui profite au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. État islamique en Afrique de l'Ouest, c'est une appellation ou alors tout simplement... une sorte de... C'est vrai que beaucoup n'apprécient pas cette appellation parce qu'on estime qu'il ne faudrait pas qu'on surfe sur la même vague que les terroristes. C'est-à-dire que les terroristes nous disent nous sommes aujourd'hui, nous sommes plus Boko Haram, nous sommes Boko Haram, enfin, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, et voilà que nous, si on suit bêtement les terroristes en faisant comme une demande, disons Boko Haram. Voilà. Alors, on va sortir de la COP21, allons plutôt au Burkina Faso pour parler de la dernière élection présidentielle de ce côté-là, au Burkina donc. Roch Marc Christian Kaboré, candidat du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, remporte l'élection présidentielle face au candidat de l'Union pour le progrès et le changement UPC, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Le portrait du gagnant de l'élection. 23 septembre dernier, Roch Kaboré lance sa campagne. Pour son premier meeting, il apparaît triomphant, certain de l'emporter dès le premier tour. Nous pouvons être sûrs et confiants que nous ferons un coup KO. Roko, comme l'appellent ses militants, est bien connu des Burkinabés. Il est resté fidèle à Blaise Compaoré pendant près de 3 décennies, occupant entre autres les fonctions de Premier ministre, ministre des Transports, des Finances ou encore président de l'Assemblée nationale. Roch Kaboré était même un temps considéré comme le dauphin de l'homme fort du pays, avant de rompre définitivement avec lui l'année dernière, de créer son parti, le MPP, et de devenir le principal opposant à Blaise Compaoré. Camarades, préparons-nous au combat pour l'alternance, dans l'unité, dans l'engagement ensemble. Ancien président de la Banque internationale du Burkina, diplômé d'économie en France, ce père de 3 enfants veut avant tout redresser l'économie d'un pays qui vient de traverser une crise politique grave après la tentative de coup d'État au mois de septembre. Il propose avant tout la mise en place d'un nouveau contrat social et d'une 5e constitution. La priorité, c'est la bonne gouvernance que nous devons mettre en œuvre. Et nous devons également, sur cette base, relancer la machine de travail économique. Roch Kaboré va donc s'installer au palais de Kosiam à la tête de l'État, l'un des seuls postes de pouvoir qu'il n'ait pas encore occupé. Il serait peut-être harassant de dresser le portrait de Roch Kaboré, mais en quelques mots, qui est-il, ce Roch Kaboré? Il s'agit d'un ancien ministre du pouvoir de Blaise Compaoré. Il était président de l'Assemblée nationale également dans ce pays, mais qui a quitté le bateau à temps. C'est-à-dire que lorsque Blaise Compaoré s'entêtait notamment à vouloir briguer un nouveau mandat, il a décidé de faire claquer la porte du parti, aller créer son mouvement, le MPP, dont il est parti à temps, créer un parti politique quand c'était chaud, dont on comprend très bien qu'il était fermement opposé à la volonté de Blaise Compaoré, qui après 27 ans de règne, aspirait encore à briguer la magistrature suprême, dont il est diplômé, comme on l'a dit, d'économie en Europe, voilà. Il a quand même roulé sa bosse, il a travaillé au sein de l'administration burkinabé et dont il connaît les rouages du pouvoir. Et pourquoi qualifie-t-on cette élection présidentielle d'historique? Historique, pourquoi? Parce qu'après 27 ans
de règne que beaucoup estiment de dictature, puisqu'il n'y avait pas d'élection véritablement démocratique. Le jeu électoral n'était pas ouvert dans ce pays. On sait très bien comment est-ce que Blaise Compaoré a pris le pouvoir, par un putsch, comme on dit, qui meurt par l'épée, voilà, qui vient au pouvoir par l'épée, meurt par l'épée. Donc, c'est pourquoi on parle aujourd'hui d'une élection voilà, libre, démocratique, après 27 ans de fermeture. Voilà finalement une ouverture. Il est nouveau, il est tout neuf. On espère simplement, de par l'environnement qui a marqué l'élection présidentielle, c'est vrai que le Burkina a failli glisser. Heureusement que le peuple a été tellement vigilant pour rétablir l'ordre. Après le coup de force qui a failli être perpétré par un ex-général, je crois. Une fois passé l'euphorie, il va falloir s'attaquer au dossier historique du Burkina Faso. Il y a l'affaire Sankara, il y a l'affaire Zongo et même l'affaire Compaoré. Christian Kaboré sera-t-il à la hauteur? Je pense que c'est exactement ça l'erreur à ne pas commettre. Faudrait pas qu'on puisse avancer de manière rétrograde. Je ne dis pas qu'il faut faire table rase du passé, mais il ne faut pas en devenir prisonnier. On doit s'inspirer du passé. Le Burkina doit évoluer. Thomas Sankara, je suis désolé, c'est de l'histoire ancienne. Je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant de faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais j'ai dit qu'il ne faut pas en demeurer prisonnier. La priorité des Burkinabés, c'est de savoir comment est-ce qu'on va améliorer les conditions de vie des populations. Celui qui est né il y a 15 ans ne veut pas savoir ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. Je suis désolé. Il ne faut pas en faire une condition sine qua non pour avoir le pouvoir. Et c'est la raison qui va, et c'est l'une des raisons qui peuvent amener justement Kaboré à se glisser. Il faudrait qu'il comprenne que son objectif premier, les Burkinabés veulent qu'il organise une vie économique, sociale, religieuse, politique aisée, apaisée, qui débouche sur les meilleures conditions pour les Burkinabés. Ça semble être son credo, puisque tout au long de sa campagne, la campagne électorale, il a très peu parlé de cette... on ne peut pas le ranger du côté des sankaristes. Il est beaucoup plus quelqu'un qui voudrait avoir un pays bien gouverné et qui mette en avant justement la bonne gouvernance. Peut-être c'est sa ligne politique. Mais justement, et là, je pense qu'il a compris. Et ce qui peut expliquer le fait qu'il remporte l'élection présidentielle. Vous vous interrogez, j'ai essayé de parcourir les rédactions, enfin, les titres pour voir. Beaucoup de gens qualifient Zéphirin Diabré d'éternel opposant. Pourquoi? Parce qu'il reste dans la même dynamique, il n'évolue pas. L'opposition estime que non, pour que tout marche, il faut... L'opposition surfe sur l'émotion. Thomas Sankara, vous savez, quand on dit Thomas Sankara, tout le monde est ému. Ça traîne des foules. Et puis quoi encore? Il faudrait vivre. Thomas Sankara, de son tombeau, aimerait bien que le Burkina soit prospère aujourd'hui. Et cela ne passe pas par les émotions, par les déclarations, par le fait de faire automatiquement la lumière sur la mort de Norbert Zongo ou de Thomas Sankara. Il faut travailler à trouver des conditions idoines pour les populations, notamment améliorer leur pouvoir d'achat. Alors, est-ce que, entre deux mots, peut-être pour entrer dans les secrets de Dieu, est-ce que le président Compaoré pourrait revenir au Burkina après l'élection de Roch? Non, maintenant, ça dépend des clauses, ça dépend de la garantie qu'on peut lui faire, ça dépend maintenant du pouvoir que veut prôner Roch. Kaboré, il peut estimer être un président pacifiste qui tend la main, mais une chose sûre, Blaise Compaoré ne participera pas à la gouvernance, à la gestion du pouvoir. Zéphirin Diabré, on peut le dire aussi, dans votre élan, a tendu la main, puisqu'il n'a même pas attendu la proclamation des résultats officiels pour féliciter, pour d'ailleurs, dans un premier temps, reconnaître sa défaite et puis aller féliciter le nouveau champion. C'est ce qu'on appelle en politique une main tendue. Même quand on s'appelle Roch, ce ne sera pas facile de gouverner le Burkina Faso. On va au Kenya rapidement. À Nairobi, la simulation d'une attaque terroriste a eu des conséquences dramatiques. Un test de sécurité mené sur le campus de l'université a provoqué un mouvement de panique. Une personne a été tuée, 40 autres ont été blessés, dont 2 très grièvement. La simulation d'une attaque terroriste dans un campus, pour quelle raison? Justement pour préparer les consciences à une éventuelle intervention des Chebab. Vous savez, le Kenya est la proie d'un ensemble d'interventions, notamment des Chebab. Et il était question maintenant de voir sur les populations, notamment si la population universitaire maîtrise suffisamment les rouages et les mesures de précaution. Par exemple, comment faire les points de rassemblement, comment utiliser les extincteurs, par exemple. Donc, il s'agissait de juger, d'apprécier du niveau de conscience,
de connaissance des populations universitaires, notamment estudiantines, au cas où ce genre de situation se présenterait, puisque le Kenya est coutumier du fait. Les attaques des Shebab elles sont récurrentes, et vous savez très bien que ce sont des attaques surprises. Donc, à la question d'un de nos confrères qui disait on aurait dû informer, si on informe les étudiants, ce n'est donc plus un exercice, puisqu'on voulait voir comment, dans un état d'impréparation, de psychose, les étudiants se comportent. Est-ce qu'ils ont intégré, est-ce qu'ils ont suffisamment appris les mesures de précaution, ce qu'il faut faire en cas d'attaque pour ne pas céder à la panique? Sauf que justement, ceux qui ont créé ce mouvement n'ont pas intégré le volet émotionnel, la panique. Et donc, il y en a qui disent qu'après avoir vu des hommes habillés en cagoule comme les Shebab, ils ont commencé à prendre la fuite, d'aucuns sont accrochés sur des fenêtres. Vous comprenez qu'il s'agit du sauve qui peut. À ce moment donné, on ne réfléchit pas suffisamment. Mais il est également clair que si on avait exprimé, si on avait expliqué à ces étudiants qu'il s'agissait d'une simulation, eh bien, on n'aurait pas gagné grand-chose, on n'aurait pas le résultat escompté, même si aujourd'hui, malheureusement, il est déplorable. Il est déplorable. Alors, ne pourrait-on pas aussi parler d'une attaque terroriste bien préparée, mais qui n'a pas eu l'effet escompté, vu que les universités au Kenya sont des cibles permanentes des Shebab? Mais non, puisque l'administration de l'université permettez l'expression, je retire, a formulé un communiqué dans lequel elle a explicité la démarche dont il s'agissait de voir si après ce qui s'est passé à Garissa, où il y a eu 148 morts, 142 étudiants, eh bien, les étudiants avaient suffisamment intégré les notions de secours, les premières mesures à prendre. Que faire dans une situation où vous avez des groupes de Shebab qui prennent d'assaut l'université? Est-ce qu'il faut courir dans tous les sens? Est-ce qu'il y a des points de rassemblement? Donc, voir si les étudiants avaient intégré tout cela. Apparemment, non, puisqu'on voit la panique qu'il y a eu. Alors, est-ce que le pouvoir en place a tiré les conclusions, les responsabilités de cette simulation? Est-ce qu'il y aura des dédommagements? Est-ce que les blessés et autres morts sont bien encadrés, beaucoup plus les blessés? Bien évidemment, tout est fait pour qu'on puisse leur apporter le soin le plus nécessaire, le soin le plus indispensable, et c'est en train d'être fait. Mais je pense surtout qu'il faut revoir cette situation. Peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de tester les connaissances des uns et des autres par rapport aux mesures à prendre dans des cas extrêmes, comme les attaques des Shebab qui trucident le Kenya et même la Somalie, toute la zone. Il faut trouver d'autres moyens, et je pense qu'à travers cet exemple qui en l'idée était bonne, mais le résultat l'est beaucoup moins. Pourquoi pas avoir choisi un exercice peut-être style vidéo, puis on regarde la vidéo, on donne des conseils aux étudiants que voilà, s'il arrive qu'il y a telle attaque terroriste, vous pouvez vous comporter de la manière... Mais là, c'était vraiment le terrain. Le terrain. Mais justement, quand vous comprenez l'explication commise justement par la direction de l'université, cet exemple, cette simulation vient après notamment ce genre de situation. Sûrement qu'il y a eu, on a organisé des échanges, on a dit aux étudiants, voici quoi faire. Il était donc question de tester de la compréhension, si ces étudiants ont intégré ce qu'on leur a appris. Donc, ce que vous prenez comme exemple a bien évidemment été fait, peut-être pas avec des vidéos, mais cela a été fait en amont, et maintenant il était question de voir si les étudiants ont suffisamment ingéré, si vous voulez, ont bien inculqué, ont bien intégré ces notions-là. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut comprendre la panique devant l'effet Shebab déjà. On peut comprendre qu'on oublie ce qu'on a appris durant quelques heures très rapidement. On va se séparer. Merci Ghislain Kougan d'avoir apporté votre expertise au décryptage de l'actualité mondiale sur CNews 24. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité. L'exclusivité de toute l'actualité mondiale en continu, c'est sur CNews 24 et nulle part ailleurs. Rendez-vous. À bientôt.